Plage sécurisée. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre de toute façon? C'est pas un mimique là-bas? À couvert! Qu'est-ce qu'il fait ici tout seul? Je croyais que le deuxième bataillon les avait tous décimés de ce côté-ci. Ah bah on dirait pas. Crève, sale enfoiré! Enfoiré! T'en fais pas, gamin. Tu n'es pas mort pour rien. La mère patrie Russie sera toujours avec toi. T'es vraiment trop con. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me battais contre un mimique et puis... je suis mort? C'était un rêve? Non, j'ai senti le mimique transpercer ma poitrine et puis... plus rien. Non, c'était plus que ça. Je suis mort. Je suis vraiment mort, putain. Bon, ben j'ai pas que ça à penser, je dois me concentrer sur le trou noir. Allez. Salut à tous, chers otaku. Et aujourd'hui, on va parler de All You Need Is Kill. Un manga de 2 tomes est sorti en juin 2014. Et pour s'inspirer du manga, un film nommé Edge of Tomorrow est sorti également peu de temps après. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Donc le manga est scénarisé par Hiroshi Sakurazaka. Mais là n'est pas le plus important. Attends, je vais te montrer. Si je te dis ça, tu vois ce que c'est? Ouais, c'est Takeshi Obata, hein, un génie. Bon, maintenant tu te demandes sûrement de quoi ça parle. C'est simple, la Terre est envahie par des extraterrestres, les mimiques. Malgré tous les efforts déployés, tout semble perdu. Keiji Kiraya, nouvelle recrue dans l'armée de la défense des États, participe à sa première bataille et meurt au cours de celle-ci. Mais voilà qu'à sa grande surprise, il se réveille le jour précédant la bataille, et se retrouve coincé dans une boucle temporelle. Merci Wiki. Bon, pour ceux qui veulent pas se faire spoiler, on va s'arrêter là. Hein. Je rappelle que les trous noirs, ça sert à expliquer une vue d'ensemble sur toute l'œuvre. Donc on va forcément parler des trucs avancés dans l'œuvre. Bon, malgré que ça fait 2 tomes, hein, franchement, voilà. Mais c'est une histoire terminée en 2 tomes. Donc, je vous conseille de vous arrêter là. Voilà. Pour les autres, prends une femme, du popcorn, assis-toi et regarde. Bien, commençons. Parlons de Keiji, qui a une évolution très intéressante. Au début, on a un soldat tout à fait normal, qui vit son dernier jour avant la guerre. Il lit ses livres, joue aux cartes avec ses amis, bref, la journée de détente avant le départ. Mais après sa première mort, il va tenter de fuir, de prévenir les autres, mais sans succès. Il finit toujours par mourir et doit affronter les mimiques dans des cycles sanglants. Il notera sur sa main le nombre de fois où il meurt. Il va tester des approches différentes et optimiser sa course, jusqu'à chronométrer mentalement ses actions du quotidien, pour prévoir les attaques des mimiques,
devenant de plus en plus sérieux, avec le visage d'un homme sombre mais déterminé, laissant apparaître un sourire malsain, montrant la joie de tuer. Il passe son temps à s'entraîner physiquement et à manier toutes ses armes. Clairement, il ne vit plus, il survit, avec l'espoir de pouvoir finir un jour sa guerre contre les mimiques. Jusqu'à qu'il se fasse remarquer en plein combat par une légende de guerre, Rita Vrataski, que les soldats nomment le Full Metal Bitch. Classe comme nom de légende. Qui lui posera la question: tu en es à combien de boucles? Bon, c'est vaguement ce qui se passe dans le premier tome. Et maintenant, passons de l'autre côté de la boucle, avec Rita Vrataski, la soldat la plus puissante qui a elle seule exterminé des centaines de mimiques. Elle a donné la première victoire à l'humanité, alors qu'au début de sa légende, elle n'était que recrue, comme Keiji. Et l'on commence ce deuxième tome avec un flashback sur Rita, montrant une jeune fille innocente et très loin du soldat qu'elle deviendra. Mais alors qu'elle vit sa vie tranquillement, un mimique apparaît dans son village et tue son père, qui a eu à peine le temps de la mettre à l'abri avec sa mère. Elle vit son père transpercé et sa mère qui mourut de ses blessures le lendemain. Ce qui réveilla chez la jeune fille une haine pour les mimiques. Mais ce qui est curieux, c'est que le nom de Rita est censuré, car oui, Rita n'est pas son vrai nom, mais celui de sa voisine, car elle n'avait pas l'âge requis pour rentrer dans l'armée. Elle n'a plus qu'un souhait, exterminer les mimiques. Et c'est à partir de ce moment-là que les mimiques venaient de créer leur pire cauchemar. Comme pour Keiji, on comprend que elle aussi a la malédiction de revenir à la même journée. 6 mois après son enrôlement dans l'armée, on suit sa première bataille dans une escouade d'élite avec un chef qui me fait penser à une parodie de Prince Charmant. Ça me fait penser à quelque chose. Il est grand, blond, les yeux bleus. Bref, on s'égare. Elle va vivre ses cycles, mourir à chaque fois, et puis elle va découvrir pourquoi les mimiques sont si forts. C'est bien évidemment eux qui ont créé ces cycles pour ne jamais perdre. Sérieux, t'avais pas deviné? Mais le pouvoir de revivre la même journée a un effet secondaire, les maux de tête, qui seront expliqués plus tard par une mutation du cerveau humain, sur plusieurs cycles. Rita va finir par gagner sa bataille à la fin de sa 211e boucle, mais ce n'est pas sans conséquence, car la victoire implique des sacrifices, comme son chef de division qui meurt au combat. Lui qui était si fier d'avoir un fils, il ne le verra jamais. Drama, non? Surtout qu'à chaque boucle, il avait survécu, et là il meurt. Rita prend conscience que sa vie a été épargnée, et qu'une autre sera prise. Elle gagnera toutes ses guerres, et il y aura toujours des sacrifices. Et ça, mesdames, messieurs, c'est du flashback, hein. Presque un demi-tome. Bon, tu me diras, c'est toujours plus court que celui de Berserk. Retournons au présent. Kenji va provoquer leur rencontre, pour lui parler, et va lui dire la réponse à la question de demain. Alors que je serai sur le point de mourir, oui, dans les restaurants japonais, le thé vert qu'on sert est gratuit. Et là, grand moment du manga, le visage en pleurs du démon sans pitié. Ce moment est magique, car elle ne le contrôle pas. Le fait de trouver une personne qui la comprend et porte le même fardeau qu'elle a une telle valeur. Mais elle reprend vite ses esprits, car elle reste un soldat. Et là, on va assister à une valse harmonieuse sur les champs de bataille. 2 haches dansant sur les mimiques, qui en prennent plein la gueule. Et ils réussissent à tuer le mimique serveur. Alors qu'ils auraient dû gagner, Kenji se réveille dans son lit. Bah, je comprends pas. Pourtant, ils tuent bien le mimique serveur. C'est quoi ce bordel? Normalement, ils auraient dû gagner là, alors pourquoi ils reviennent au début? T'inquiète pas, mon petit Kuro, je t'expliquerai ça un peu plus tard. Mais pour l'heure, il doit tout recommencer. Sa rencontre avec Rita et le fait qu'elle pleurera.
Du fait qu'ils étaient en public, ils décident de s'éloigner de la base. Ils vont discuter et elle va lui révéler que sa couleur préférée est le bleu du ciel, alors qu'elle porte du rouge et qu'elle déteste cette couleur. Kenji va lui dire que cette couleur lui ressemble bien et vont passer la journée ensemble et vivre une vraie journée. Ne plus penser à la mort ni à leur haine. Être pour une fois un vrai être humain. Ils dormirent ensemble et le lendemain matin, la base est attaquée par les mimiques. Les mimiques se souvenant de leur défaite qu'ils ont eue, la seule solution pour eux, c'est d'attaquer maintenant. À peine le temps d'enfiler leur armure que le combat fait rage, mais leur technique est trop puissante. Ils tuent encore le mimique serveur, mais Rita attaque Kenji. What putain de fuck? Mais ils sont pas copains? Je comprends plus rien. Et bien sûr qu'ils sont copains, même plus. Mais Rita va lui dire que à cause de leur mutation au cerveau, ils sont devenus un serveur. Donc, il ne doit en rester qu'un. Imaginez la scène, les deux meilleurs soldats qui se battent pour leur propre vie. C'est magnifique, mais à la fois tellement drama. Et ils se battent sans retenue, des vraies machines à tuer. Et c'est Kenji qui libérera Rita de son fardeau. Et donnera le flambeau à Kenji qui devra dorénavant combattre seul. Putain, c'est beau. Et Kenji deviendra la nouvelle légende, qui aura pour nom de code Killer Cage. Il peindra son armure en bleu pour ne jamais oublier Rita. Bon, je pense que tu le sais, mais j'ai bien pris plaisir à lire. Le dessin de Takeshi Obata m'a plongé dans cette histoire triste apocalyptique où seule l'envie de tuer a sa place. Bon, si je puis me permettre, je le conseille vraiment à tous, hein, parce que même si c'est écrit en 2 tomes, c'est vraiment bien. Et n'oublions pas le rythme du manga, qui est très bien dosé, comme par exemple le flashback, qui n'est pas trop long, ou encore les séances d'entraînement qui ne durent pas une plombe, car faut le dire, souvent c'est chiant. Et on a des personnages sombres, ils sont bien écrits, et ont une véritable raison d'être sombres. Pas comme dans certains mangas où on dirait des petites gothiques rebelles. Bon et ben, ce sera tout pour All You Need Is Kill, et on se revoit la prochaine fois. Mais Kuro, tu as parlé d'un film, ça donne quoi? Sérieux, tu voulais pas qu'on finisse là-dessus, là? Ah... Bon, ok, je t'en parle vite fait. Bon, on a le même résumé que pour le manga, les mimiques envahissent la Terre, l'humanité est sur le point de perdre, Rita fait le café, et on ne va pas suivre Keiji mais William Cage, qui est recruté par l'armée pour faire la pub pour la guerre aux mimiques. Je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens parce que le sort de l'humanité est en jeu, et si les gens se battent pas, et ben ils mourront tous, donc je vois vraiment pas à quoi ça sert, quoi. Donc, il a rendez-vous avec le général, qui va lui dire « va te battre au front », ce qui bien évidemment ravit Cage, qui va le faire chanter du coup, pour ne pas devoir à combattre, car il n'y connaît rien à la guerre, et qu'il n'aurait pas le temps pour commencer la formation rapide, car c'est demain que ça commence. Mais là encore, il y a un truc con. Cage est le visage de l'armée, donc il passe à la télé pour faire la pub, pour faire de la recrue. Et grâce à lui, il y a une recrue massive. Donc pourquoi l'envoyer à la mort? Je vois pas l'intérêt. Mais son chantage ne marchant pas, il est enrôlé de force dans la bataille, comme déserteur. Et là, on va le voir galérer et méprisé par tous, car personne n'aime les déserteurs, c'est logique. Et le jour de la bataille, il va mourir, de la même manière que Kenji, en tuant un mimique spécial. Et là, on commence les cycles infernaux. Et tout comme Kenji, il progresse dans sa maîtrise des armes et armures, mais sans avoir une rage qui le pousse et une détermination à toute épreuve, comparé à Kenji bien sûr. Mais il veut survivre, ne vous y détrompez pas. Donc, au cours d'un cycle, il va sauver Rita, qui le voit prévoir les mouvements de l'ennemi et va comprendre qu'il est touché par les cycles. Et là, on va avoir une scène d'entraînement avec Rita, pour qu'il devienne plus fort, et surtout lui informer qu'il doit toujours mourir, car sinon il perdrait son pouvoir. Si son sang était mélangé à un autre, le pouvoir serait annulé. Et donc Rita va le tuer à chaque fois qu'il se blesse, cette bourrine.
Mais bon, ça donne une tension comme quoi il pourrait perdre son pouvoir, donc ça c'est bien aussi. Car Rita ne bénéficie plus de pouvoir et est donc mortelle à cause d'une transfusion. Au fur et à mesure, il va avoir une vision pour localiser l'Oméga, qui est le mimique qui contrôle tous les autres. S'il meurt, il gagne la guerre contre les mimiques. Mais la vision ne sera qu'un leurre, car elle est donnée par l'Oméga, donc impossible de s'y fier. Un ancien scientifique devenu mécanicien à cause d'une invention qui permettait d'avoir un accès à la conscience de l'Oméga, ou un truc dans le genre, j'avoue, j'ai pas trop compris. Mais donc, il va récupérer cette invention détenue par le général, et va le persuader de lui donner la machine. Et après une longue discussion et des preuves qu'il possède un pouvoir de remonter le temps, il lui donne, mais là, il le piège encore, et envoie des soldats à ses trousses. Sérieux, pourquoi les généraux des films sont-ils si cons ? Et après avoir recommencé la scène, car oui, ils se sont fait arrêter, il sort du bâtiment, teste la machine en route, qui lui donne la vision pour localiser l'Oméga. Mais ils ont un accident et perd conscience. Au réveil, Cage voit qu'ils sont en train de lui faire une transfusion, donc il n'a plus le pouvoir. Maintenant qu'il joue sa dernière vie, Rita sort de on ne sait où pour venir le libérer, et manque de peu de le tuer pour recommencer le cycle. Donc, ils rentrent à leur base, doivent trouver des renforts, et c'est avec l'aide de l'escouade J qu'ils se rendent à Paris, au musée du Louvre, pour tuer l'Oméga. Mais justement, l'un des grands avantages de ce film, c'est qu'on a la notion de perte du pouvoir, et du coup, il y a une tension qui s'installe, car c'est vraiment leur dernière chance. S'ils meurent, tout sera perdu. Donc, la fin, pour faire simple, ils rentrent dans le sous-sol du parking. Juste avant de tuer l'Oméga, Rita se sacrifie, ce qui permet à Cage de jeter ses grenades dans l'Oméga, qui est une sorte de fleur à tentacules avec une boule au milieu. Il meurt, jetant les grenades, et tue l'Oméga. Et le cadavre de Cage est enveloppé du sang de la créature, qui le fait retourner tout au début, et qui apprend que les mimiques sont morts. Donc, personne ne meurt, et la bataille sur la plage n'a jamais eu lieu. Et va voir Rita en souriant de la voir vivante. C'est nul, y a pas de drama. Ce que j'en pense, eh bien il y a des trucs cons, comme le début. Mais le personnage de Rita, qui à mon avis est vraiment faible pour une légende. Elle ne peut se débrouiller seule, sinon elle crève. Paye ta légende. Par contre, Cage est un personnage tout à fait logique. Il est faible par rapport à Kaji. Mais il n'est pas un soldat comparé à Kaji, qui lui a les bases du combat. Lui, il travaille dans la pub, du coup son évolution le rend plus épique que Rita. Mais vous savez quoi ? Eh bien, il est vachement cool ce film. Car j'ai passé un bon moment quand je l'ai vu au cinéma, et quand je l'ai re-regardé pour la vidéo. Car je me dis qu'une adaptation n'est pas forcément besoin de suivre à la lettre le manga. Après, il y a des choses qui sont hérésies à l'univers du manga. Comme je sais pas, disons, Dragon Ball Evolution, hein ? Ah, on manque jamais une occasion de le défoncer. Bon, en tout cas, ça c'est fini, et on se revoit le mois prochain. Et le light novel qui est à l'origine du manga, tu en parles pas ? Le light 9 quoi ? Pas le temps de traîner, on retourne au front.